Bienvenue à cette deuxième journée de la filière et je me réjouis de vous voir nombreux être venus respirer le bon air de Paris. Alors je sais aussi, je suis tenu en direct que y a des avions de Toulouse qui ont du mal à décoller, le TGV de Limoges a 1 heure de retard, mais donc ça va progressivement se remplir. Donc avec le comité directeur, on a essayé de préparer un programme varié, mêlant donc des aspects médicaux sur certaines maladies rares et puis bien sûr des exposés, enfin des discussions sur l'organisation. Et donc il y a 2 temps particulièrement importants. Donc la table ronde avec Madame Anne Chevrier, qui est responsable de la mission maladies rares à la DGOS. Et là, donc, on souhaite bien sûr que ce soit très interactif. Et puis en termes plus médicaux, on a décidé de mettre en avant la génétique. Donc en termes au niveau de Fil-Foie, de quoi on pouvait disposer, de l'apport des nouvelles technologies et de réflexion en général. Donc comme on va essayer et on va réussir de rester dans les temps, je commence tout de suite par eh bien le bilan actuel de Fil-Foie, avec un mini rappel qui permet de mieux comprendre où on en est et où on va. Donc sur l'historique de la filière, vous savez que le premier plan national maladies rares, donc qui déjà remonte à 2005, avait permis de labelliser plus de 100 centres de référence avec leur site constitutif et environ 500 centres de compétences, dans l'objectif principal de structurer l'offre de soins. Ensuite, depuis 2011, on est dans le PNMR 2. Et une de ces actions, ça a été la création donc, de 23 filières de santé maladies rares, dont bien sûr Fil-Foie, où les objectifs généraux, c'était la coordination pour favoriser la lisibilité, l'orientation des patients et des professionnels, et puis pour un accompagnement global, donc des missions essentiellement de coordination et de communication pour une meilleure efficience, comme on dit, et visibilité. Et puis, dans les tuyaux, si j'ose dire, et Mme Chevrier nous en parlera, il y a le PNMR 3, avec la feuille de route qui est en cours d'élaboration. Mais un point important déjà à noter, c'est le renforcement de l'aspect recherche, avec intervention directe, je ne sais pas si on peut dire une co-tutelle ou une co-tutelle, donc ministère de la Santé et ministère de la recherche. Et vous voyez, par exemple, il y a le directeur général de l'INSERM qui est dans la préparation de cette feuille de route. Donc je crois que sur ce principe, on peut s'en réjouir en espérant que cette co-tutelle ne ralentira pas les processus déjà complexes. Donc la filière Fil-Foie, vous la connaissez, hein. Bon, c'est vous, c'est nous. Donc 3 centres de référence coordinateurs, les voies biliaires, atrésie des voies biliaires, les maladies vasculaires du foie, les maladies inflammatoires des voies biliaires, 28 centres de compétences, donc adultes et pédiatriques, et puis des centres dits experts associés, puisque historiquement, quand il y a un centre de référence dans une région, il ne pouvait pas y avoir d'autres structures, en particulier de centres de compétences. Donc ce qui, en tout cas à Paris, posait des problèmes, mais ça va évoluer dans la sérénité, bien sûr. Et puis il y a dans la filière et à les laboratoires de génétique et de recherche rattachés au centre, il y a les sociétés savantes,
du choix de l'adulte et de l'enfant. Et puis bien sûr, hein, il y a les associations de patients, puisque c'est un des éléments majeurs des filières. Donc à nouveau, enfants, adultes. Alors, notre organisation, c'est bien sûr très démocratique. Donc, l'équipe de coordination, je crois que maintenant vous connaissez tous Virginie Tsilibaris, qui est la chef de projet et qui travaille avec une efficacité et une ardeur très, très impressionnantes. Deux chargés de mission qui sont là, Agnès Perche et Angèle Priseau, et puis le comité de directeur. Donc avec des représentants des centres de référence, des centres de compétences, des centres experts, et puis les associations de patients, et puis des groupes de travail. Donc il y a un qui a déjà beaucoup travaillé, c'est sur la transition adolescent-adulte, et puis en fonction des objectifs qu'on se donne, il y a un certain nombre d'autres groupes de travail qui vont être formés, notamment à nouveau sur la transition et sur la prise en charge médico-sociale. Alors, en pratique, vous allez me dire, bon, ça c'est les objectifs généraux. Nos missions, telles que définies par la DGOS, enfin sous l'impulsion de la DGOS, c'est améliorer la prise en charge globale des patients, renforcer les activités de recherche, développer l'enseignement et la formation, diffuser l'information vers les professionnels de santé et les patients. Donc vous voyez, la tâche est grande. Donc en juin 2015, on nous demande chaque année de faire un plan d'action. Donc on est né finalement qu'en juillet 2014, c'est-à-dire on est tout petit. Donc le premier plan d'action en juin 2015, donc un peu dans une certaine sous une certaine pression. On avait fait des propositions sur différents axes, donc amélioration de la collecte des données, amélioration du parcours de soins, amélioration de la visibilité de la filière. Et brièvement, ce plan d'action n'avait pas reçu un accueil enthousiaste au niveau de la DGOS. Et vous voyez qu'un certain nombre des actions proposées n'avaient pas été retenues, soit parce que ça faisait partie des fonctions, si j'ose dire, régaliennes, enfin de base des filières, donc on n'avait pas besoin de les indiquer en plus. Soit parce qu'il y avait, on nous disait déjà des financements, par exemple dans le cadre de la cohorte radicaux, soit c'est des actions nationales interfilières. Donc, on a dit il faut qu'on fasse beaucoup mieux l'année suivante. Et là, donc, Virginie est arrivée entre-temps, donc ça a tout changé. Les directives de la DGOS se sont quand même un peu ont en partie évolué, se sont un peu précisées. En particulier, il y a un problème un peu maintenant, qu'est-ce qui revient au centre de référence et qu'est-ce qui revient à la filière en termes de mission. Pas toujours si simple. Donc, avec ces nouvelles directives, avec surtout votre retour, puisque là nous avons eu le temps d'approfondir, comme on dit, l'état des lieux. Virginie s'est beaucoup déplacée dans les centres. Des questionnaires ont été envoyés, certains spécifiques notamment sur les bases de données. On a créé des groupes de réflexion sur différents thèmes. Et puis on a essayé de faire la synthèse de ça, et il y a eu un ultime, si j'ose dire, sondage, enfin retour pour prioriser, comme on dit, nos actions. Et donc, avec toutes ces données, on a proposé le plan d'action suivant. Donc, par exemple, sur l'axe 1, qui est l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc, c'est la mise en place de la fameuse BNDMR, Banque nationale des données maladies rares. C'est donc aider à la rédaction des PNDS, protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ça c'est une mission importante. Et puis sur le transfert, sur la
transition enfant-adulte. Et enfin, sur la prise en charge médico-sociale. Alors, nous, dans notre filière, c'était pas notre point fort et on pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Ne serait-ce que par des choses aussi simples que l'aide à remplir le formulaire MDPH, pour lequel, en tout cas souvent en tant qu'hépatologue adulte, je ne suis pas très habile. Le deuxième grand axe, c'est le développement de la recherche clinique et préclinique. Donc là, mission de coordination, on va voir ce qui est dedans, puisque ça part quand même à nouveau surtout des centres de référence et des structures de recherche, mais c'est à nous de coordonner. Et puis en termes d'activités d'enseignement, de formation et d'information, donc création de catalogues, de journées régionales à destination des patients, de formation pour les professionnels de santé. Et alors, vous voyez, Virginie a tellement bien travaillé que là, ça a été quasiment un triomphe, en tout cas un accueil chaleureux et enthousiaste. Et vous voyez, nous avons eu le tampon validé. Donc, à la fin de l'année, alors en sachant que ce projet, on le dépose fin avril, qu'on a finalement le retour en septembre ou octobre, enfin, donc on est en permanence un peu en glissé décalé, mais sur une perspective pluriannuelle, on va s'y retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement fait jusqu'à maintenant? Donc, pour la BNDMR, eh bien, on a travaillé sur le thésaurus pour tous les problèmes de codage, donc codage Orphanet. Donc on a travaillé avec Orphanet, on a proposé des modifications, la création de nouveaux codes pour certaines maladies. Et donc voilà où nous en sommes. Et ensuite, là, on est dans l'attente de directives nationales pour ce qu'on appelle le set de données minimal, d'où l'objectif, c'est de le renseigner pour chaque maladie rare, mais qu'un patient n'ait qu'un identifiant maladie rare. Donc sur le plan épidémiologique, ce sera un progrès formidable. Donc ce set de données minimal doit être intégré dans le dossier médical informatisé et relié directement donc à Bamara. Bamara, c'est le logiciel en fait qui alimentera, si j'ose dire, la BNDMR. Alors là, ça nous passe tout à fait au-dessus ou à côté. C'est dans le cadre de conventions avec les éditeurs de logiciels et les établissements hospitaliers. Je n'ose imaginer la complexité. Mais concernant Bamara, donc qui alimente directement la BNDMR, il devrait être déployé sous peu, parce que dans ce cas-là, il faudra renseigner Bamara pour la BNDMR, alors que dans un futur idéal, dans le système de chaque hôpital, ce qu'on rentre ira directement dans Bamara, puis à la BNDMR. Voilà, mais c'est une histoire compliquée. Et par exemple, à l'AP, on a le fameux Orbis qui n'a pas que des qualités. Le deuxième point fort, donc, c'est l'optimisation du transfert, donc la transition enfant-adulte. Alors là, notre groupe de travail a vraiment beaucoup et bien travaillé, donc coordonné par Dominique Debray, mais avec des représentations de toutes les structures et pas que des docteurs, avec des infirmières, des psychologues, et s'occupant aussi bien d'enfants que d'adultes. Et ce référentiel dont vous voyez quelle superbe tête aura sera dans les jours à venir, il sera disponible dans les jours à venir. Pour l'amélioration de la prise en charge des patients, donc là, c'est renforcer les réseaux de laboratoires. Et je suis sûr qu'à 15h15, vous attendrez avec impatience les résultats de notre première enquête sur le diagnostic moléculaire dans la filière. Et c'est Virginie qui présentera ces résultats. Et puis sans doute des pistes pour voir si on peut améliorer. Et nous envisageons donc un annuaire spécialisé pour justement favoriser la lisibilité de ces réseaux.
Sur le plan de la prise en charge médico-sociale du patient, donc il y a ce qu'on appelle un tour des rencontres régionales dans un tour de France, mais c'est une action interfilière, donc sous la forme de tables rondes, cas pratiques, ateliers pour les professionnels de santé et les associations de patients. Et vous voyez donc un certain nombre de filières sont regroupés et la première de ces réunions se tiendra donc dans la bonne ville de Toulouse en février 2017. Et en termes d'activités de recherche, alors déjà nous avons désigné des responsables, Chantal Housset et Emmanuel Gonzalez, et nous sommes en train de recruter un coordonnateur de recherche, donc avec comme principale mission une veille des appels d'offres et une aide, puisqu'on se rend compte que c'est un point important qui peut freiner les ardeurs. Donc pour l'élaboration sur tous les aspects réglementaires, administratifs, ça peut vraiment être très très utile, ainsi que dans la recherche de cofinancement et pour susciter des collaborations. Et en termes d'activités d'enseignement, de formation et d'information, donc vous avez vu, nous avons maintenant des superbes plaquettes, des newsletters, je suis sûr que vous êtes accro à leur lecture. Donc c'est tous les 3 mois. Et donc la filière est présente régulièrement au congrès des pathologies. Donc vous voyez souvent le stand de Virginie. Et non seulement dans des pathologies pures, mais également dans des, par exemple, congrès de médecine générale, et aussi bien dans les structures, enfin dans les congrès de structures universitaire que libérale, puisque Virginie était au CREG par exemple la semaine dernière. Et puis il y a bien sûr le point majeur de l'année, la journée Fil-Foi. Et puis en termes donc de stratégie de communication, comme on dit, un point très important, donc c'est le site web. Alors on espérait pouvoir vous le montrer en direct aujourd'hui. Donc la société fait les derniers tests et normalement dès la semaine prochaine, vous pourrez passer vos nuits donc sur le site web de Fil-Foi, qui a priori je pense sera un réel apport avec des informations, un répertoire des maladies rares, une rubrique patients, un aspect recherche en tout cas pour informer les essais cliniques en cours, le recrutement éventuel de patients, les appels d'offres, des supports pédagogiques pour l'enseignement, un annuaire spécialisé et par exemple des feuilles de demande d'examen très, très spécifiques, les référentiels et puis bien sûr l'agenda, l'actualité, etc. Donc c'est un travail énorme, non seulement de mise en place et puis ensuite après on sait d'actualisation régulière, mais on en attend beaucoup, incluant donc un catalogue de formation et une bibliothèque numérique avec un onglet enseignement, une liste des formations intéressantes les maladies rares du foie, des supports pédagogiques. Alors, nos prochaines actions là à très court terme, donc c'est sur les fameux PNDS, dont heureusement le format était un peu allégé. Donc là, c'est à nous, au sein de la filière, à déterminer lesquels on veut prioriser. Sur la transition enfant-adulte, je crois qu'il peut être un point fort de la filière. Nous travaillons sur un annuaire des référents adultes et pédiatriques, sur une formation transition, et par exemple l'application, il y a des choses un peu rigolotes, hein, l'application smartphone Noah, qui pour les adolescents semble bien adaptée.
Nous aurons aussi des journées régionales, hein, file-fois, et Lyon s'est proposé pour organiser cette première journée dont on connaîtra bientôt la date. Au niveau interfilière, donc nous avons créé un annuaire d'outils d'éducation thérapeutique et toujours sur la prise en charge médico-sociale. Il y a bientôt une première réunion de travail et la deuxième réunion dans le cadre de ce fameux Tour de France se tiendra, donc interfilière, se tiendra à Marseille. Et puis alors dans ce qui à très 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 court terme, ce qui aussi nous occupe beaucoup, Madame Chevrier bien sûr va en discuter avec nous, c'est donc la nouvelle cartographie des centres de référence et centres de compétences avec le lancement donc de la campagne de labellisation avec beaucoup de questions et donc un travail au sein de chaque déjà filière. Et il y a aussi l'Europe hein, qui est en train d'arriver. Puisque donc les centres de référence actuels participent au réseau européen sur les maladies rares du foie, donc le Rare Liver. Et c'est si je veux dire, le centre coordonnateur et Newcastle. Et semble-t-il, nous aurons la réponse définitive dans quasiment les jours qui viennent, mais l'accueil a été très, très favorable. Donc ce réseau européen sur les maladies rares du foie devrait réellement commencer l'année prochaine. Donc vous voyez beaucoup de projets, certains très locaux dans la vie quotidienne, d'autres bien sûr plus ambitieux, allant jusqu'à l'Europe. Eh bien, voilà, j'ai fini mon court exposé. Donc, bien sûr, on peut discuter, mais ça, je pense aussi également avec l'exposé et la table ronde de Mme Chevrier, va y avoir des points communs.